Bienvenue à vous à cette conférence organisée par le collectif Clé dans la série des conférences scientifiques du collectif. Euh, une conférence qui sera assurée par notre collègue, la professeure Hélène Castagni-Ovadi. Hélène a une longue expérience comme intervenante, enseignante dans le milieu scolaire et puis plus récemment, elle a réalisé une thèse, donc c'est aussi une jeune docteure, hein, encore un peu, on peut dire ça, encore une jeune docteure. Et à la suite de sa thèse, elle a eu l'opportunité donc d'occuper un poste de professeur aux universités de Montpellier et de l'université Paul Valéry. Hélène s'intéresse aux premiers apprentissages de l'écrit et elle participe aux travaux du laboratoire LIRDEF avec lequel le collectif Clé a depuis de nombreuses années développé des collaborations. Et dans ce cadre-là, Hélène vient d'entamer un séjour de recherche au Québec et à Sherbrooke à l'invitation du collectif Clé. On avait pensé, lorsque ce séjour s'est mis en place, que ça nous permettrait de faire une séance en présentiel, mais les contextes actuels et les contraintes des uns et des autres ont fait que finalement, on a quand même opté pour une conférence en ligne, même si Hélène est présente dans la région de Sherbrooke. Bon, alors du coup, ma communication va porter sur les dilemmes et les gestes professionnels en contexte de révision collective d'écrit sur TBI dans les premiers apprentissages de l'écrit, à savoir la première année et la deuxième année du primaire. Donc voici mon plan. Je vais d'abord présenter ma question de recherche, puis le cadre théorique, ensuite la méthodologie, puis je vous présenterai les 8 dilemmes professionnels que j'ai pu mettre en évidence, ainsi que quelques gestes professionnels. Alors, voici ma question de recherche. Quels sont les dilemmes et les gestes professionnels de l'enseignant en contexte de révision collective d'écrit sur TBI dans les premiers apprentissages de l'écrit? Donc, c'est une question qui est en adéquation avec les recherches actuelles en didactique du français, notamment puisqu'elle s'intéresse à la professionnalisation de la formation des enseignants, à l'analyse du travail réel des enseignants et qu'elle s'intéresse aussi à l'incidence de l'usage du numérique sur l'enseignement du français. Donc, c'est une question qui est aussi en adéquation avec les problématiques actuelles en didactique de l'écriture, puisque je m'inscris dans le modèle actuel centré sur l'écrivant, dans la relation ajustée maître-élève, et que de plus en plus de recherches s'intéressent à l'écriture dès le début de l'école primaire, et que cela répond aussi à un manque, puisque certains chercheurs montrent qu'il y a peu de place accordée à la pratique de la langue dans des situations complexes d'écriture. Et puis, elle répond aussi à une question vive, qui est celle de savoir si l'on peut proposer dès le cycle 2, alors cycle 2 c'est première, deuxième et troisième année du primaire, des révisions d'écrit aux élèves. Alors voici mon cadre théorique. Alors la révision d'écrit d'élèves sur TBI, donc la révision de texte est un objet de recherche à part entière. Le rôle de l'enseignant étant primordial dans les premiers apprentissages de l'écrit. La confrontation pour la révision orthographique d'un texte est une piste pédagogique favorable aux élèves en difficulté. Et Brissot et Cogis montrent notamment que les réactions des destinataires donnent des clés pour la réécriture. Donc, la recherche Lire et écrire au CP dirigée par Roland Guagou a notamment montré que le temps passé à réviser l'écrit est bénéfique notamment pour les élèves les plus faibles en écriture. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai donc étudié des séances de révision d'écrit sur TBI dans une classe efficiente en écriture. Donc, efficience dans le sens de efficace et équitable, puisque mon corpus de thèse provient de la recherche IFE. Et donc, j'ai pu montrer que l'enseignant de première année de primaire prenait en compte non seulement les révisions de surface, mais aussi la formulation. Alors, c'est un dispositif de résolution de problèmes linguistiques avec une situation d'échange et de confrontation qui permet d'être réflexif par rapport à la langue et de découvrir le fonctionnement de l'orthographe. L'échange oral constitue un moyen d'apprentissage des formes graphiques et cela favorise un raisonnement sur l'orthographe et la collaboration entre élèves, le rôle des interactions langagières étant déterminant, mais elles ne sont pas toujours gages d'apprentissage et d'appropriation des savoirs par les élèves. Donc, c'est un dispositif avec usage du TBI. Alors, depuis une vingtaine d'années, le tableau noir ou blanc est remplacé par le tableau blanc interactif
Alors, il présente des caractéristiques communes avec le tableau noir ou blanc. Écrire au tableau étant un geste professionnel fondamental, selon Elisabeth Nonon, mais le geste pédagogique n'est pas modifié compte tenu des schèmes d'usage déjà rodés. Alors, l'usage du traitement texte est un outil pour la révision, selon Jacques Crinon, mais le TBI est surtout utilisé comme un projecteur électronique, la correction collective de texte représentant une part minime de ces usages. Et on voit tout l'intérêt d'avoir une approche anthropocentrique au sens de Rabardel, puisque l'on prend en compte du coup l'usage du TBI et pas seulement l'outil. Alors, la complexité de l'écriture et les dilemmes professionnels qui sont en lien avec cette complexité, je vais d'abord commencer par dire que enseigner est un métier complexe qui est soumis à des dilemmes professionnels, donc ce n'est pas spécifique à la didactique de l'écriture. Et donc, je vais donner la définition qu'en donne Wang Lin. Ce sont des situations perçues par l'enseignant comme étant problématiques et dans lesquelles des convictions, des buts ou des indices contradictoires entrent en compétition, ou bien encore comme des nœuds décisionnels lors desquels les enseignants tentent de trouver le meilleur compromis entre plusieurs solutions d'intervention, alors qu'aucune de celles-ci n'est vraiment parfaite. Alors, Sylvie Plane dit qu'enseigner l'écriture est une activité qui oblige à des choix impossibles. Alors, on le comprend facilement puisque, en fait, écrire a plusieurs composantes. Il y a notamment la composante orthographique, la composante graphique, mais aussi la composante de la production de texte. Et selon les sciences cognitives, il faut d'abord automatiser des traitements de bas niveau, comme la graphomotricité et certaines procédures orthographiques, au profit des traitements de haut niveau, comme la production de texte. Mais en même temps, Denis Alain Margot affirme que la compétence rédactionnelle est une compétence essentielle sans laquelle le développement de l'expertise rédactionnelle ne peut réellement s'opérer. On peut aussi se poser la question de savoir si l'on doit être dans des apprentissages séquencés ou disjoints, ou bien dans des apprentissages articulés et pensés dans un ensemble. Alors, la prise en compte des gestes professionnels, donc je reprends les modèles de Dominique Bucheton et d'Yves Soulet, notamment le modèle du multi-agenda de l'enseignant, qui est un modèle heuristique qui permet de comprendre l'agir enseignant, cet agir qui montre que l'enseignant a des préoccupations multiples qui sont enchâssées. Alors, il y a notamment le geste d'étayage qui est primordial, qui permet de faire comprendre, faire dire, faire faire. Le geste de tissage qui permet de raviver la mémoire didactique, de faire du lien. Et Dominique Bucheton montre notamment qu'il est fondamental, notamment pour les élèves vulnérables, fragiles. Et puis, il y a le geste d'atmosphère qui permet de donner les meilleures conditions d'apprentissage et qui prend en compte la dimension affective notamment. Puis le geste de pilotage qui permet de gérer les contraintes espace-temps de la situation. Il y a ensuite leur second modèle, où ils font l'hypothèse de l'ajustement réciproque des postures des enseignants et des élèves, en montrant notamment que lorsque l'enseignant est dans une posture d'accompagnement dominante, cela entraîne une posture dominante réflexive de la part des élèves, ou bien il montre aussi que lorsque l'enseignant est dans une posture de contrôle dominante, cela entraîne une posture scolaire dominante de la part des élèves, et il montre aussi tout l'intérêt pour l'enseignant d'être sur plusieurs postures lors d'une séance. Alors, j'ai aussi montré dans le cadre de ma thèse que la reformulation orale peut être considérée comme un geste professionnel langagier. Alors, ma méthodologie, donc voici mon corpus d'études, j'ai 3 classes. Donc, la classe A, qui est une classe efficiente en écriture, donc de la recherche lire et écrire au CP. Donc, nous sommes en première année du primaire et c'est un enseignant expérimenté. La classe B, qui est une classe de 2e année du primaire, avec une enseignante maître formatrice, et la classe C, qui est une classe de 2e année du primaire, avec une enseignante débutante. J'ai 8 séances de révision d'écrit sur TBI. En première année du primaire, nous sommes en mars et en mai. Et en 2e année du primaire, nous sommes au 1er trimestre. Donc, j'ai 2 séances dans la classe A, 4 séances dans la classe B et 2 séances dans la classe C. J'ai mené 4 entretiens d'autoconfrontation, avec donc 3 avec la maître formatrice et 1 avec
ce que c'est qu'un entretien d'autoconfrontation. En fait, l'enseignant ou l'enseignante va visionner une séance qu'il a menée et du coup, il va faire des arrêts sur image sur ce qui fait sens pour lui. Donc, l'idée étant de comprendre son activité pour former. Et celui qui mène la séance évite d'être dans une posture surplombante ou prescriptive. Il aide vraiment l'enseignant à comprendre son activité. J'ai aussi mené 2 entretiens d'allo-confrontation. Donc, allo-confrontation, c'est quand l'enseignant visionne une séance d'un autre collègue et il va du coup faire des arrêts sur image sur ce qui fait sens aussi pour lui. Et cela permet éventuellement de voir d'autres manières de faire et de éventuellement transformer son activité. Donc, dans la classe A, il y a des évaluations de début et de fin d'année, puisque c'est la IFE. Et j'ai mené des entretiens post-séance avec 6 élèves dans la classe B, avec des élèves bons, des élèves moyens et des élèves fragiles, en leur posant notamment la question « Qu'as-tu appris ?» Alors, donc du coup, j'essaye de mettre en évidence des tests professionnels à partir de ce que le corpus nous donne à voir, en prenant en compte le point de vue de l'acteur, les interactions langagières, mais en prenant aussi en compte l'entrée ainsi que l'expérience. C'est donc une étude exploratoire à visée descriptive et compréhensive. Alors, j'en viens maintenant aux 8 dilemmes professionnels que j'ai pu mettre en évidence. Donc, j'ai fait le choix de faire figurer en vert les dilemmes qui, selon moi, ne sont pas spécifiques à mon contexte. Quand ils figurent en beige, je fais l'hypothèse que c'est peut-être spécifique à ce contexte d'étude. Donc, premier dilemme qui me paraît pas forcément spécifique, comment faire progresser les élèves fragiles alors que ce sont les bons élèves qui permettent de mener la séance? Donc ça, on le retrouve très souvent dans des séances avec un cours dialogué notamment. Donc là, l'enseignante, maître formatrice, lors de la première séance, lors de l'autoconfrontation, elle dit qu'elle commence systématiquement sa séance en interrogeant les bons élèves parce qu'en général, eux, ils lisent bien et du coup, elle permet de rentrer dans l'activité par des élèves où elle sait qu'ils ont compris ce qu'elle attend et les élèves fassent des commentaires sur la graphie. Donc, du coup, elle est sûre que cela va fonctionner comme elle le souhaite. Alors, du coup, elle continue son autoconfrontation et puis elle se rend compte que finalement, ce sont les bons élèves qui mènent la séance. Et puis, lors des entretiens post-séance, les résultats montrent que ce sont surtout les bons élèves qui progressent. Et donc, elle dit, mais après coup, si on voit que ça a été très bénéfique pour les élèves plus agiles, on sait aussi que ceux-là, les plus faibles, les plus en difficulté, on va les rattraper à un moment donné dans des groupes plus petits où on va leur demander de se dire « tu te rappelles quand on avait travaillé ça ?» Et donc, elle fait que cette séance est bénéfique pour les élèves fragiles, notamment grâce aux gestes de tissage. Alors, deuxième dilemme qui me paraît peut-être spécifique. Alors, faut-il faire corriger intégralement le texte ou cibler l'orthographe grammaticale, l'orthographe lexicale ou bien la formulation, par exemple? Donc là, je montre un extrait de l'entretien d'autoconfrontation avec l'enseignante débutante. Et donc, elle explique comment elle a mené sa séance. Elle a choisi de scinder sa séance en 3, où elle va d'abord travailler sur la majuscule et le point. Elle va ensuite proposer des écrits d'élèves en travaillant sur le problème de répétition. Puis ensuite, elle va travailler sur le pluriel des noms. Et elle dit qu'en fait, elle a trouvé ces 3 aspects à travailler en analysant les écrits des élèves et en s'inspirant de la grille, de la typologie des erreurs de Nina Kaltach qui a été enseignée lors de sa formation initiale. Et donc, cela renvoie peut-être à ce que dit Sylvie Plane, c'est-à-dire que pour un enseignant débutant, la complexité de l'écriture pose des problèmes didactiques dont la solution passe par la simplification ou la hiérarchisation des constituants de l'écriture. Mais en même temps, lorsqu'on observe comment s'y prend aussi l'enseignante maître formatrice lors de sa première séance, elle fait aussi le choix de hiérarchiser et lorsqu'elle formule sa consigne, elle dit aux élèves « on ne fera pas de remarques sur la qualité de la graphie, on se concentre sur l'orthographe des mots, donc sous-entendu, on ne prend pas en compte la formulation. » Et puis elle dit aussi quelque chose d'intéressant,
Et ce que l'on fait en grammaire en ce moment, elle pointe sur un affichage portant sur la phrase et les titres de phrases au-dessus du TBI, tout le travail autour de la phrase. Donc, elle a aussi comme préoccupation de faire du lien avec des séances d'études de la langue qui ont été vues de manière décontextualisée et qu'elle veut du coup réinvestir dans une séance de révision de manière contextualisée. Et lorsqu'on observe ce que dit l'enseignant, par contre, de la recherche lire et écrire au CP de première année du primaire, lui, il fait le choix de dire aux élèves que, en fait, voilà ce qu'il dit, ce que je veux en début d'après-midi maintenant, c'est qu'on lise ces phrases et qu'on essaie ensemble de voir comment on pourrait les corriger. Donc, il accepte toutes les réponses des élèves, que ce soit du domaine de la graphie, de l'orthographe ou de la formulation. Troisième dilemme, proposer un écrit d'élève scanné et projeté sur le TBI, proposer un tapuscrit. Alors, lors d'un entretien d'auto-confrontation, la maître formatrice va dire que le texte scanné sur TBI permet aux élèves de s'investir davantage, donc c'est un geste d'atmosphère, puisqu'en fait, les élèves voient leur propre écrit, hein, c'est un écrit authentique, mais elle voit tout l'intérêt du traitement de texte lors de séances avec un travail important sur la formulation qui permet de faire des insertions, des suppressions, et donc lors d'une séance qu'on peut appeler d'épaississement de texte au sens de Dominique Bucheton. Quatrième dilemme, comment trouver l'équilibre entre posture d'enseignement et posture d'accompagnement de l'enseignant? Alors voici ce que dit la maître formatrice lors du premier entretien d'autoconfrontation. Elle dit « Cet exercice, j'aime bien que ce soit eux qui se questionnent et qui trouvent des solutions. » Bon, ben là, c'était du coup, j'ai été obligée d'expliquer et de prendre plus de place que ce que j'aurais aimé en prendre. Alors peut-être que j'aurais pu déléguer un peu, mais d'un autre côté, je ne voulais pas y rester non plus trop longtemps parce que je voulais qu'on attaque les choses sur lesquelles ils pouvaient discuter leurs règles orthographiques. Parce que quand même, dans cet exercice, ce que j'aime bien, c'est qu'il donne une explication, il valide ou il ne valide pas, mais que ce soit surtout un élève qui renchérit sur une proposition d'un autre élève, etc. Et que moi, juste à la fin, je remets le cadre. Et bon, enfin, l'idée, c'est ça. Après, je n'y arrive pas pour l'instant, en tout cas. Donc, on voit bien ces tensions qu'il y a entre être dans cette posture d'enseignement où elle en profite pour apporter des éléments de savoir ou de faire le lien avec une séance d'étude de la langue, et puis laisser un espace de parole aux élèves. Et ça fait quoi ce que dit Danielle Cogis, hein, puisqu'elle dit dans le cadre de confrontation, dans le cadre de débat orthographique, elle dit que l'équilibre est parfois difficile à trouver entre une intervention trop rapide bloquant la réflexion au nom de l'efficacité ou un retrait trop prolongé au risque de laisser la classe s'enliser et ne rien construire de solide. Cinquième dilemme, alors demander de justifier toutes les propositions des élèves ou sélectionner les propositions en lien avec les procédures et les savoirs des élèves. Donc là, je vous montre un écrit d'un élève qui a été projeté sur TBI, donc c'est dans la classe de la maître formatrice. Donc c'est extrait de l'outil didactique Lectorino et Lectorinette, où l'objectif étant de comprendre les états mentaux des personnages. Un texte a été lu au préalable et on demande là aux élèves de remplir les bulles de pensée. Donc, on va se focaliser sur 100, l'élève n'ayant pas mis le S à 100, et doigt, où il manque le T. Alors, du coup, au tour de parole 37, Farah va dire « il y a un S à la fin de 100 ». L'enseignante va dire « ok, il y a un S à la fin, elle va donc ajouter le S. Et l'enseignante va lui demander « est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?» Farah va répondre non. Elle insiste encore, elle répond non. Et au tour de parole 44, elle insiste encore en disant « mais comment tu sais alors qu'il faut un S ?» Et un élève va dire « parce qu'il y en a plusieurs ». Donc, on voit toutes les limites de demander de justifier systématiquement, puisque là, dans le cadre de l'orthographe lexicale, on est plutôt, ce sont plutôt des processus cela fait appel plutôt à des processus de mémorisation, et que là, du coup, l'élève a recours à une surgénéralisation en lien avec l'orthographe grammaticale. Donc là, pour doigt, donc Jean-Marc va dire au tour de parole 20, en fait, le doigt, ce n'est pas écrit comme il faudrait. En 22, il va dire il faut un T à la fin. Donc l'enseignante va dire, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi tu mets un T? Donc Jean-Marc va dire oui, parce que s'il n'y a pas de T, doigt, ce n'est pas un mot. Et donc là, autour de parole 34, l'enseignante va dire effectivement, il faut un T. Il faut un T parce que ça ne doit, c'est compliqué. C'est une troisième personne, avec un débit plus rapide qui montre qu'elle est un petit peu mal à l'aise.
c'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier et du coup, il faut un T à la fin. Et lors de l'entretien d'autoconfrontation, on voit bien que du coup, ça l'a mis mal à l'aise. Elle dit, ben, lui, il attaque direct par quelque chose qui est explicable puisque c'est une terminaison d'un verbe au présent, sauf qu'en fait, la terminaison des verbes au présent, on ne l'a pas étudiée, en tout cas en groupe, et que ça va être difficile pour lui, je pense, d'expliquer pourquoi il met un T. Il met un T parce que lui, il a une vision certainement globale de la chose et que ce mot déogi, pour lui, ben, il manque une terminaison, mais c'est de l'intuitif. Puis elle sourit, elle dit, donc là, dans ma tête, je suis en train de me dire pourquoi, en fait, pourquoi il commence d'entrer par un truc où je vais avoir vraiment du mal à expliquer pourquoi il y a un T. Alors, sixième dilemme, proposer les écrits des élèves fragiles, des élèves moyens ou des bons élèves. Donc, les entretiens post-séance montrent que la révision est surtout bénéfique pour l'élève concerné, mais aussi elle est bénéfique pour les bons élèves. Pardon, donc du coup, je crois que j'ai sauté. Voilà, septième dilemme. Comment gérer le pilotage de la séance contre la parole des élèves et le contenu de savoir? Donc là, c'est l'enseignante débutante lors d'un entretien d'autoconfrontation. Donc il se trouve que bon, c'est une problématique qui n'est pas spécifique à cette séance, mais les enseignants débutants ont souvent du mal à gérer le temps didactique. Le pilotage de la séance est souvent très difficile pour eux. Il se trouve que sa séance, elle n'a pas réussi à la mener en une seule séance. Elle a du coup dû continuer sur une deuxième séance. Et puis elle dit, ben, par exemple, elle dit, ben, on a passé énormément de temps sur ça. Mais maîtresse, il ne peut pas regarder la neige et le ciel. Mais c'est vrai que du coup, je me suis trouvée un peu bête. Je ne savais pas comment rebondir. Ou lorsque Luna va dire, les cédilles, elles sont mal faites, elle dit, ben, on perd énormément de temps avec des petits trucs à chaque fois. Comme là, tu vois, première partie, c'était que la majuscule point. Bon, on y est resté 10 minutes au final sur ça. Et du coup, cette préoccupation du pilotage de la séance, on la retrouve aussi chez la maître formatrice. Mais elle dit qu'il faut que la séance, elle ne dure pas trop longtemps. Elle dit, alors en fait, ce qui est difficile dans cette activité, c'est que pour qu'elle marche et qu'elle fonctionne, il faut que ça ne soit pas une activité qui dure trop longtemps. Donc, dans ma tête, j'ai ça. À la fois, je trouve qu'à chaque fois que je la fais, je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Et à la fois, j'aime bien qu'il y ait des choses un peu phares qui ressortent parce qu'après moi, je m'en resserre au cours de la semaine. Bon, rappelez-vous, on a vu, alors ou du lexical ou du grammatical, je choisis en fonction de ce qu'on aura travaillé là. Et là, on voit encore le geste de tissage qui ressort, mais qui a une dimension plutôt proactive. Alors, alors je n'ai pas pu mener des entretiens d'autoconfrontation dans la classe A, puisque c'était la recherche lire-écrire au CP, mais ce que j'ai montré dans le cadre de ma thèse, c'est que les reformulations successives permettent la co-construction d'un raisonnement. Et donc là, je vous montre un extrait de verbatim de cette classe A. Donc voici l'écrit qui est projeté sur TBI. Le crocodile veut manger les enfants. Et donc, il y a eu une première proposition, donc enfants avec S apostrophe. Donc, l'enseignant a écrit tel que les enfants ont proposé. Et donc, du coup, un élève va dire, mais parce que les enfants, il ne faut pas mettre un S quand il n'y a pas de voyelle. Et on voit à travers cet extrait qu'il y a une co-construction d'un raisonnement avec des jeux de reformulation, des reprises, modifications de la parole de l'autre et des reformulations entre élèves. Alors, huitième dilemme, prendre en compte la forme et ou la formulation. Donc là, je vous montre du coup les séances qui ont été menées avec la maître formatrice. Donc, c'est une étude longitudinale qui s'est déroulée d'octobre 2019 à octobre 2020. Il y a eu donc 4 séances avec à chaque fois soit un entretien d'autoconfrontation, soit 2 alloconfrontations, notamment pour la séance 2. Avec notamment l'observation de l'enseignante débutante et l'observation du maître de la recherche IFE. Donc, lors du premier entretien d'autoconfrontation, on voit bien que l'enseignante a une conception de la révision qui est uniquement centrée sur la forme. Pour elle, on révise seulement l'orthographe. Donc, elle dit, moi, je pense que cette réflexion collective, elle permet de travailler les stratégies, de pouvoir s'autocorriger ou écrire en production d'écrit. C'est toutes les questions qu'il faut se poser pour arriver à écrire, à faire un écrit enfin dans les règles. Et il se trouve que il y a eu entre-temps 2 alloconfrontations, donc elle a observé 2 manières de faire. D'une part, l'enseignante débutante et l'enseignant de la recherche IFE, et elle se rend compte, elle se dit
Ah, mais moi, je n'avais pas pensé que je pouvais travailler la formulation, mais c'est une bonne idée. Donc, du coup, à la séance 3, elle a comme intention de travailler les deux, mais elle dit, moi, je pense que c'est trop difficile de travailler en même temps, donc je vais scinder ma séance en deux. Je vais d'abord proposer de faire une correction orthographique, donc à partir d'un écrit projeté sur TBI. Puis ensuite, je travaillerai avec un tapuscrit et sur un texte déjà toiletté, et on travaillera sur l'épaississement de texte. Mais en fait, ça ne se déroule pas comme elle l'a souhaité, et dès le départ, les élèves font des propositions sur la formulation. Et voilà ce qu'elle dit lors de l'entretien d'autoconfrontation. Mais finalement, ça marche, ça marche. Dans ma tête, je m'étais dit, il faut entre guillemets, on va se débarrasser de l'orthographe. Donc, on voit déjà qu'elle a une conception qui a évolué, hein, on se débarrasse de l'orthographe, pour ensuite réfléchir à l'enrichissement. Mais finalement, eux, j'ai senti que ça ne les dérangeait pas de passer du sens à l'orthographe, de l'orthographe au sens. Alors, j'en viens maintenant à la mise en évidence de quelques gestes professionnels. Donc, je vais parler du geste d'explicitation et notamment d'abord du geste de tissage, hein, qui est un geste d'explicitation. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment puisque l'enseignante, lors de l'entretien d'autoconfrontation, pointe vraiment ces gestes de tissage, hein. Et là, par exemple, je vous donne un exemple. Donc, c'est dans la classe A. Pour faciliter, par exemple, la mémorisation de l'orthographe lexicale. Donc, Emma, qu'est-ce que tu viens de dire pour le mot piscine? Donc, elle va dire il manque un C, mais oui, un mot. Et donc, l'enseignant va dire un mot qu'on a écrit 10 fois dans les devoirs, puisqu'on a été 10 fois à la piscine. Donc, ça favorise la mémorisation de l'orthographe de ce mot. Ça peut être aussi pour, par exemple, écrire le mot étoile. Il va dire que c'est le oie qu'on a vu ce matin. Donc, il y a aussi tisser du lien pour les élèves fragiles, pour que les élèves fragiles tirent bénéfice de la séance de révision. Donc, cet extrait, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, ça peut être aussi pour tisser du lien avec la production d'écrits à venir. Donc, souvent, à la fin de chaque séance de révision, le maître de la recherche Lire-Écrire CP va dire, par exemple, il va dire « Je veux qu'on essaye de réfléchir un petit peu à toutes les choses qu'on a dites aujourd'hui, puisque vendredi, sans coup vendredi, on va recommencer à écrire. Donc, on essaiera d'écrire un petit peu mieux en utilisant les choses qu'on a dites là. » Ou bien il va dire, parce que toutes les photos qui se passent à la piscine, elles se passent dans l'eau. Donc, je voudrais que vous le mettiez dans votre tête pour vous rappeler demain que si jamais vous avez besoin d'écrire le mot eau ou l'eau, vous l'écriviez comme ceci, et il fait un geste de pointage sur le mot eau. Alors, l'explicitation de la consigne. Donc, on voit dans la classe A que la consigne est beaucoup plus claire est beaucoup plus explicite que la consigne de l'enseignante débutante. Donc, il va par exemple dire, s'il vous plaît, je vous dis ce que l'on va faire maintenant. Mardi, vous avez écrit sur les cahiers bleus des phrases pour illustrer les photos que vous avez prises à la piscine. Bien, tout le monde avait écrit. J'ai récupéré vos cahiers bleus et j'ai scanné quelques-unes des phrases que vous avez écrites pour qu'on puisse essayer de les corriger ensemble. J'en ai scanné que quelques-unes. On va essayer de les corriger tous ensemble. Alors, je veux qu'on participe comme d'habitude en levant le doigt et en essayant de voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer dans les phrases qui sont au tableau. Et voilà ce que dit l'enseignante débutante. Donc, j'ai sélectionné des phrases. J'ai pris des phrases de vos textes et je les ai retapées sur le TBI. Je n'ai pas envie de savoir « Ah, maîtresse, c'était notre groupe ». Ça, vous le gardez pour vous. Vous le dites. Mais je ne veux pas qu'on me dise « Ah, c'était Lina et Lianis ». D'accord? Vous ne dites rien et on écoute et vous vous dites « Ah, peut-être que là, on a fait une petite erreur ». D'accord? Ce n'est pas grave, c'est normal. OK? Ce que je vais projeter, c'est vraiment pour vérifier, pour voir s'il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Et lors de l'entretien d'autoconfrontation, elle affirme qu'elle trouve que sa consigne est assez floue. Alors, une posture d'accompagnement et de lâcher prise pour faciliter la prise de parole des élèves. Donc là, tout à l'heure, j'ai montré l'extrait où l'enseignante, maître formateur, va dire toute la difficulté qu'elle a à occuper moins de place dans les interactions et que pour l'instant, elle n'y arrive pas. Et puis, lorsqu'elle observe l'enseignant de la recherche lire-écrire au CP, elle trouve qu'il laisse vraiment un espace de parole aux élèves. Et elle dit, eh bien oui, en fait, je le trouve plus, tu vois, j'ai marqué qu'en fait, il prend en compte tout ce que disent les enfants. Et bon, c'est bien parce que c'est l'accueil de la parole de l'enfant.
Donc l'enfant, il doit se sentir libre de dire, lui, ce qu'il ressent, etc. Et du coup, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal. Et donc, dans le cadre de ma thèse, donc j'ai montré donc, l'enseignant de cette classe A, une des expertises professionnelles était de sa capacité à susciter des hétéro-reformulations, reformuler la parole d'autres élèves, hein, de la part des élèves, et que les reformulations des élèves sont des traces de coopérativité dialogale, et que cet enseignant était dans des postures d'accompagnement et de lâcher-prise dominante qui entraînaient des postures réflexives de la part des élèves, et que d'autres gestes professionnels étaient importants, qui est ceux de réguler les échanges par un mode de questionnement ouvert, et il s'interdit de donner la solution, et il fait développer des propositions qui pourraient faire avancer le débat. Donc, cela va un petit peu dans le sens de ce que dit Daniel Cogis, c'est-à-dire que les débats en classe autour de l'orthographe, dans ce cadre-là, il est important d'accorder aux élèves le temps de penser et un accompagnement adapté. Alors, pour conclure, donc c'est une étude exploratoire mettant en évidence la complexité de l'enseignement de l'écriture, notamment de la révision d'écrit. Alors, j'ai bien conscience des limites de mon travail, hein, ce corpus est vraiment limité et il est hétérogène et l'action est située. Mais il me semble peut-être avoir montré l'importance de sensibiliser à la gestion des dilemmes professionnels en formation, ainsi qu'aux gestes professionnels. Et peut-être qu'il est important de montrer en formation qu'un enseignement articulé et pensé dans son ensemble nécessite une excellente maîtrise professionnelle, qu'elle est difficilement à la portée d'un enseignant débutant. En tout cas, c'est une étude qui interroge la pertinence de ce dispositif dans les premiers apprentissages de l'écrit. Il me semble que des recherches sont à poursuivre, notamment en se focalisant sur les élèves les plus vulnérables. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand Et je suis merci, contente que ça... Hélène, et bravo pour ta présentation, donc qui nous montre bien combien cette pratique est loin d'être aussi simple ne peut le penser là. Et donc, je vais d'emblée ouvrir l'espace d'échange. On va se donner 10 minutes d'échange puisqu'on aura notre autre réunion là, qui démarre à 14 heures. Donc, si les personnes souhaitent prendre la parole là, pour fournir un commentaire ou poser une question, je les invite à euh, lever la main dans la plateforme. Voilà, Je vois qu'il y a Marie-André. une main. Oui, Oui, alors, vous m'entendez bien? oui. Oui, Oui, oui. merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça m'a fait penser à plein de choses. Je pense qu'on pourrait discuter longuement. Moi, je travaille dans le domaine aussi de la didactique, de l'écriture et de la grammaire, fin primaire et plus secondaire aussi. Puis, j'ai souri à plusieurs reprises quand je vous ai entendu, quand j'ai lu des commentaires des enseignantes avec lesquelles vous avez travaillé. Surtout quand c'est un petit commentaire comme ça, là, on va se débarrasser de l'orthographe pour ensuite aller dans l'enrichissement. Puis je trouve ça intéressant de voir à quel point dans votre recherche, on était au début, là, c'est dans les premiers apprentissages de l'écrit. Puis la focalisation sur l'orthographe, qui est quand même importante, on le sait, mais Daniel Cogis, Catherine Brissot l'ont dit à maintes reprises dans des écrits que l'orthographe, c'est l'apprentissage de toute une scolarité obligatoire, que ça prend du temps, ça prend une dizaine d'années avant de pouvoir maîtriser l'orthographe lexicale, grammaticale. Puis, et encore, on voit qu'il y a encore des difficultés chez même des étudiants parfois plus avancés, les étudiants au cégep ici ou à l'université parfois. Mais je trouvais que ça m'a fait penser au fait que les conceptions de ces enseignantes-là avec lesquelles vous avez travaillé quand même guident leurs gestes professionnels, les conceptions qu'ils ont de l'écriture, de l'orthographe, de l'importance de travailler, de se débarrasser alors qu'on ne peut pas, c'est petit à petit l'orthographe. Et les élèves qui ont eu la spontanéité de dire, ben, on peut travailler des reformulations d'abord, puis passer à l'orthographe d'un ou l'autre, ils n'ont pas de problème avec ça. Je trouvais ça intéressant de voir les conceptions qu'ont les enseignantes, qui sont peut-être parfois, là, dans ces cas-là, comme vous avez dit, que c'était limité quand même à quelques enseignantes, mais qui pouvaient être très, très focalisées sur une manière de faire, sur l'orthographe d'abord,
et passer à l'autre ensuite. Et pourtant, les élèves qui se disent non, nous, on n'a pas de problème à passer d'une reformulation, d'un aspect plus macro-textuel à un aspect plus orthographique, par exemple. Premier commentaire. Puis deuxième commentaire, qui va avoir une petite question à la suite de ça. On disait que c'était difficile pour les enseignants débutants particulièrement d'essayer ces dispositifs, ces façons de faire. Moi, je l'ai fait là, dans le cadre de la formation des maîtres, de la formation des enseignants. Puis je me disais, ça fait des années que je leur parle de dictée métacognitive, de dictée zéro faute, du genre de travail là, qui est fait sur la réécriture aussi collaborative, comment reformuler, questionner avec les élèves secondaires et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est assez de leur en parler, de leur montrer ce qui est fait, d'en discuter uniquement du point de vue plus théorique, si je puis dire. Et je me suis dit, on va les mettre en action tout de suite avant même d'arriver en stage ou quoi que ce soit. Et je leur ai fait faire, on a joué le jeu, on a fait des pratiques simulées en classe de dictée dirigée, dictée innovante ou métacognitive, là, il y a plusieurs appellations. Et ben, il y a un peu les mêmes constats là, que vous avez eus par rapport aux enseignants débutants. Là. Parfois, parfois, ils étaient, permettez-moi l'expression, mais gelés parce que nous, on jouait les élèves, moi-même et les autres étudiants dans la classe. Puis parfois, on se mettait dans la posture de l'élève, on posait une certaine question, puis rapidement, soit les étudiants nous donnaient la réponse, comme s'ils étaient l'enseignant qui donnait rapidement la réponse, soit ils hésitaient puis ils se demandaient, mais comment on va reformuler? Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est de travailler en classe avec eux dans des pratiques simulées, comment on peut reformuler pour amener les élèves à fournir, vous avez parlé tantôt de reformulation successive qui nous amène à co-construire le savoir, et c'est pas simple à faire, et c'est pas parce qu'on le fait en formation un petit peu des maîtres ou au début de carrière, ça prend du temps. Ça, je pense qu'il faut le dire à nos étudiants, à nos futurs enseignants, puis même aux enseignants débutants, justement, dans le début de la carrière, quand on donne des formations continues, de dire que c'est pas parce que ça fonctionne pas une fois, que ça fonctionnera jamais, qu'il faut y aller petit à petit. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis ma question, c'était, vous, en Europe, où vous étiez au moment de faire votre thèse, est-ce que c'est fait dans la formation des maîtres? Est-ce qu'on avant même les stages, est-ce qu'on fait de ce genre de pratique-là dans la formation des maîtres? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre là, par rapport à des pratiques simulées. Est-ce qu'on leur fait travailler la reformulation successive chez les futurs enseignants, par exemple? Alors, non, enfin, ce n'est pas, à ma connaissance, ce n'est pas trop travaillé, mais moi, je le fais. Alors, il se trouve que j'ai écrit un article avec Christian Dumay, qui est dans la revue Vivre le primaire, sur la reformulation. Et l'avantage, c'est que, enfin, moi, je trouve ça vraiment très bien que vous ayez ce genre de revue, parce que du coup, c'est vulgarisé et c'est du coup accessible pour les étudiants. Donc, du coup, avec mes étudiants, du coup, on part de cet article-là pour après analyser. On est sur la vidéoformation à partir de vidéos et du coup, ça marche vraiment très bien. Mais c'est quelque chose que j'ai pointé dans ma thèse en disant que justement, ça devrait être un objet de formation, la reformulation. Mais je crois que, par exemple, Claudine Garcia-Deban, elle le fait. Bon, c'est vraiment très... Enfin, c'est vraiment certaines personnes qui vont le faire parce qu'en fait, ils ont une forme, enfin, ils ont un petit peu une expertise sur la reformulation. Mais il me semble qu'en passant par des articles comme ça de la revue Vivre le primaire, c'est particulièrement intéressant. Après, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, le fait qu'elle dise on va se débarrasser de l'orthographe. Donc en fait, je suis intervenue avec cette enseignante à la Biennale de la formation qui se passe à l'Institut catholique, donc c'était en début d'année, et la thématique c'était faire et se faire. Et ce qu'on a présenté, c'est effet transformationnel d'une pratique d'une enseignante, en fait, donc c'était elle-même, donc elle est venue le présenter avec moi, à partir de l'auto et de l'allo-confrontation. Et on a analysé du coup des extraits d'auto et d'allo-confrontation et en montrant les traces de la subjectivité dans le langage à partir des travaux de Carbato-Recchioni et à partir des mots qu'elle emploie, on a montré du coup comment du coup elle transforme son activité et on va se débarrasser. Bon, c'est intéressant je trouve parce que du coup on voit que
ce n'est plus prioritaire pour elle. Alors qu'au tout début, elle, c'était réviser, ce n'est que l'orthographe. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne le prend plus en compte, mais ça veut dire qu'elle a pris conscience que, franchement, il y avait quelque chose. Produire de l'écrit, ce n'est pas que la forme. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que du coup, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce qu'on a montré, c'est qu'on peut aussi apprendre en regardant une enseignante débutante. Parce que du coup, elle a vu que l'enseignante débutante, elle travaillait sur la formulation. Et on a tendance à dire, bon, ben, l'enseignant expert, c'est l'enseignant expérimenté. Et l'enseignant débutant, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et là, du coup, on est allé un petit peu en disant, ben oui, mais on peut aussi apprendre en regardant une enseignante débutante, après tout. Voilà. Donc, voilà. Après, Merci Hélène. Oui, ouais, peut-être oui. si tu permets, je voudrais Oui, donner peut-être la parole à oui, Rosiane qui a oui. demandé d'intervenir aussi, puis tu pourras peut-être revenir en D'accord. Oui, complément. ok, ok. Oui, Voilà. oui, non, c'est bon, c'est bon. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Merci Bonjour. Hélène, madame, pour la présentation. Très intéressant, je trouve la notion de dilemme professionnel. Effectivement, quand on enseigne, on le sait, on vit intérieurement plusieurs dilemmes, donc vous les avez bien identifiés. Je me suis demandé un petit peu si c'était clair pour les enseignants de votre échantillon, leur intention didactique, parce qu'on a ce va-et-vient, puis j'ai accroché un peu sur la même chose que Marie-André, là, le va-et-vient et la facilité peut-être pour les élèves d'aller de l'orthographe à ce que vous appelez la reformulation, ce que j'appellerais peut-être plus la syntaxe ponctuation ou même du niveau grammaire textuelle. Puis, je me suis demandé, est-ce que ça a été dégagé? Est-ce que certaines stratégies ou une démarche ont été dégagées comme étant plus efficaces pour faire cette révision-là? Je pensais à Blain Lafontaine en 2010 qui proposait de commencer par la grammaire textuelle, faire les modifications de fond, est-ce que le texte est compréhensible, est-ce que le destinataire est bien ciblé, etc. Puis ensuite, passer à des modifications plus locales parce que il y a quelque chose d'inefficace à commencer à travailler sur un mot, modifier l'orthographe pour ensuite finalement changer la phrase et supprimer ce mot-là qu'on a pris un temps important à choisir ou à modifier. Donc, je me demandais si à travers vos entretiens, ça a été, c'est ressorti là, une certaine démarche, puis est-ce que c'était un objectif didactique pour les enseignants de travailler sur une démarche de révision de texte? Je sais qu'on est dans les premiers apprentissages, mais quand même, peut-être qu'on veut commencer à faire réfléchir les élèves à comment appréhender la révision. Donc, je voulais savoir ce que vous aviez trouvé à ce sujet. Alors, en fait, cette recherche, elle est. Au départ, je n'avais pas l'intention d'en faire une recherche, si vous voulez. Donc, c'est juste que pendant ma thèse, donc j'étais ce qu'on appelle orthopédagogue, c'est l'équivalent d'orthopédagogue. Il se trouve que je travaillais avec cette maître formatrice et avec cette enseignante débutante. Ce sont des enseignantes de mon école. Et je leur ai parlé de cet enseignant que je trouvais cette pratique qui était particulièrement intéressante. Et donc, c'est comme ça que cette maître formatrice m'a dit, ah, ben, moi, je voudrais bien l'expérimenter, mais je ne vais pas donner plus de détails. Je lui ai dit, ben, réviser, mais parce qu'on peut aussi utiliser le terme de correction, révision, enfin voilà. J'ai vraiment dit que c'est dans le sens où on revoit le texte. On revoit le texte. Elle m'a dit, ben, moi, je veux l'expérimenter et l'enseignante débutante aussi. Mais j'ai volontairement pas donné de précision. Et donc, c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on voit du coup ce qui se passe, mais c'était volontaire. Il n'y avait pas forcément d'objectif. C'était vraiment, je leur ai dit, ben, vous essayez, moi, je ne vous donne pas. Je ne vais pas vous dire voilà c'est le modèle, mais et après peut-être qu'après en voyant la manière de faire, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pas plaquer une manière de faire, et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Il me semble que j'ai lu l'article de Blaine et qu'elles sont dans une démarche où elles préconisent de travailler d'abord la forme et de dissocier forme et sens. Alors qu'Yvreter, par exemple, dit qu'il ne faut justement pas dissocier forme et sens. Donc déjà, les chercheurs ne sont pas d'accord, mais ça montre bien que c'est un dilemme professionnel, parce que du coup, l'argument qui est tout à fait recevable de dire que l'enfant est en surcharge cognitive, parce que, voilà, mais en même temps, comme ce que dit Denis Alain Margot, c'est quand même important de travailler sur la formulation parce que du coup, on n'est que sur une technique. C'est pour ça que cette idée de dilemme professionnel, je la trouve particulièrement pertinente et intéressante dans ce cadre-là. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, les deux ont raison, je dirais les deux ont raison, parce que les arguments sont valables aussi. De dire qu'on dissocie les deux, on peut très bien le défendre aussi. Oui, Voilà, surtout donc, pas mais en même temps, dissocier, séquencer dans une sorte de séquence pour que l'élève puisse peut-être
savoir comment Oui, s'orienter. mais en Parce même que temps, moi, on est en surcharge cognitive dans ces oui, moments-là. mais en même temps, moi, ce qui m'a vraiment frappé chez l'enseignant de la recherche lire-écrire au CP, c'est qu'en fait, il arrive à prendre en compte toutes ces dimensions-là. Et dans les résultats de la recherche lire-écrire au CP, il est non seulement efficace, mais il est aussi équitable. C'est-à-dire que il y a tous les élèves qui n'ont pas compris le principe alphabétique en début d'année, en fin d'année, ils l'ont compris, ils ont des résultats aux évaluations au-dessus de la moyenne. Et en fait, dans la recherche lire-écrire au CP, il y avait l'avis de l'enquêteur. Et donc, avant d'avoir les résultats, il a mis un avis. Et pour lui, une des raisons, il fait l'hypothèse que cet enseignant était efficace et équitable, c'était qu'il y avait des séances de révision d'écrit sur TBI. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben, je vais expérimenter avec ces enseignantes. J'avais aucune intention au départ d'en faire une recherche. Puis je me suis dit, bon, mais les entretiens, ça va vous aider pour vous. Et après, bon, il se trouve que, ben voilà, on l'a présenté. Et pour les dilemmes professionnels, il y a le numéro de repères sur les mutations à l'école. Et normalement, je devrais écrire un article justement en lien avec les dilemmes professionnels sur cette recherche-là, si c'est accepté. Donc c'est vraiment une question, ça prouve bien que c'est bien une question d'actualité et qui fait partie enfin, peut-être un peu innovant parce que du coup, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas du tout une pratique qu'on voit, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose d'intéressant parce que, enfin, on voit par exemple les résultats en orthographe grammaticale, le niveau baisse, et bon, les dictées métacognitives, c'est intéressant, mais se pose le problème du transfert des apprentissages aussi. C'est ça aussi, c'est qu'on est en dictée. Donc, je pense que là, il y a une piste, il y a quelque chose à creuser. Et puis, notamment, le fait que la révision soit bénéfique pour les élèves les plus fragiles, ce que montre la recherche lire-écrire au CP, je pense que si on creuse, il y a des choses vraiment intéressantes parce que du coup, on s'intéresse aussi aux élèves les plus vulnérables. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Merci Hélène. Alors, on va devoir déjà Oui. presque conclure là, hélas, Bon. mais moi je voudrais aussi souligner que ce que j'ai retenu entre autres aussi, c'est que tu as au début signalé que le TBI était quand même encore très souvent utilisé un peu comme un super rétroprojecteur. Tout à Et fait. je suis frappé aussi de constater que finalement, dans l'ensemble des dilemmes que tu as identifiés, il n'y en a qu'un qui prend vraiment en compte une réflexion sur le recours au TBI, là, en disant est-ce qu'on fait un texte tapuscrit ou est-ce qu'on prend le texte tel quel et avec la possibilité, si c'est tapuscrit, directement d'utiliser. Donc, je trouve qu'il y a là quelque chose quand même d'intéressant aussi à souligner, c'est que ça semble renforcer encore le fait que les usages de ces outils numériques restent encore souvent avec on pourrait peut-être considérer comme une sous-exploitation du potentiel Tout à réel fait. Tout à fait. de ces outils. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est qu'apparemment, dans ce qui a été observé, les élèves eux-mêmes vont très peu justement jouer avec le TBI en allant écrire, effacer eux-mêmes. Ça semble être les enseignants qui manipulent essentiellement l'outil, c'est ça? Alors, dans le maître de la recherche lire-écrire au CP, il demande aux élèves oh, quoique, ça dépend, quelquefois, oui. Alors, il fait un petit peu les deux, mais l'enseignant de maître formatrice va dire qu'en fait, le problème, c'est que quand les élèves viennent, c'est très difficile et après, Voilà. l'image saute et en On ne fait, s'y retrouve elle n'a pas plus. suffisamment d'expertise et donc, du coup, elle n'arrive pas à ranger. Et, et Voilà. alors qu'elle me dit si c'était un tableau noir ou blanc, eh bien, je les ferais venir plus facilement. Mais quelquefois, Voilà. ils me dérèglent tout. Et donc, Et c'est donc, peut-être ça un pose la dilemme à question. ajouter. C'est peut-être un dilemme Exactement. à ajouter, tu vois. Oui, oui, c'est une bonne idée, je vais le rajouter. Merci Olivier. On va Merci basculer de beaucoup. l'autre côté. Allez, au Et il revoir, y a des merci beaucoup. merci dans la conversation, là, pour toi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Allez, au revoir.